Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce 19-20. À la une de l'actualité régionale ce soir, une trentaine de futurs propriétaires victimes d'une escroquerie à Saint-Laurent-Blangy près d'Arras. Le chantier de leur logement a été stoppé, le promoteur est en faillite, il demande réparation. Les Restos du Cœur de Roubaix cambriolés à plusieurs reprises en pleine campagne hivernale, 3 fois en 10 jours, un coup dur pour les bénévoles. Jour J pour l'Assemblée nationale hier qui a voté le projet de loi sur le mariage pour tous. À cette occasion, nous avons suivi un député nordiste, Bernard Roman, dans les coulisses du Palais Bourbon. Enfin, une pratique locale pour ce mercredi des cendres, le chaulage, un jeu traditionnel pratiqué que dans quelques communes, convivialité au rendez-vous. Et tout d'abord, la mésaventure de plusieurs futurs propriétaires à Saint-Laurent-Blangy, près d'Arras. Ils ont investi leurs économies pour se faire construire des logements. Seulement voilà, le chantier est à l'arrêt depuis l'été et le promoteur en liquidation judiciaire. Didier Piton, Sergio Rosenstro. Il n'y a que la carcasse, hein. Ouais. Il n'y a rien dedans. Des carcasses vides, c'est tout ce qu'il reste du grand projet d'aménagement d'un écoquartier en centre-ville. Un chantier abandonné depuis l'été dernier et qui laisse aujourd'hui une trentaine de propriétaires sur le carreau. J'ai investi 116 000 € d'appel de fonds, plus 6 000 € de frais de notaire. Donc aujourd'hui, je suis à 122 000 € de pertes sèches et je rembourse l'intégralité du prêt, soit 1 166 € par mois. Des propriétaires qui estiment avoir été dupés dès la signature de l'acte de vente. C'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, ils demandent réparation et accuse le notaire en charge du dossier. Pourquoi aujourd'hui, sur un dossier où il y a quand même la preuve qu'il y a quand même une escroquerie, sur quand même des abus de confiance de la part du notaire avec ses faux en écriture, et quand il y a quand même eu des détournements de fonds, pourquoi aujourd'hui la Chambre des notaires fait la sourde d'oreille? Un notaire injoignable et un promoteur en faillite, qu'importe, les ex-futurs propriétaires s'organisent et décident de contre-attaquer. Je trouve qu'on a eu l'indication que les entreprises n'avaient pas été payées. Certaines d'ailleurs ont déposé le bilan. Donc on se pose la question de savoir où est cet argent qui a été payé. Au total, plus d'1,5 million d'euros dont on retrouve en partie la trace sur des comptes à l'étranger. Il ne reste donc à ces propriétaires malchanceux que l'espoir d'un règlement devant la justice. Une affaire d'escroquerie encore, nous vous en parlions hier. Un infirmier libéral de l'Artois est soupçonné d'avoir détourné plus de 700 000 €. Fausses ordonnances, milliers d'actes surcotés. Cet homme de 47 ans doit être jugé le mois prochain. Hélène Bossy, Jean-Pascal Crinon. C'est ici que l'infirmier libéral exerçait. Les autres praticiens du cabinet sont abasourdis. Personne ne souhaite parler pour ne pas être associé à l'escroquerie. Dans les rues de Méricourt aussi, on est sous le choc. Il gagne bien sa vie, un infirmier. Alors faire des choses comme ça, non, hein, c'est pas pardonnable. Hein. On ne peut plus faire confiance à personne, quoi. C'est triste. L'escroc présumé avait travaillé à la Carmi avant de s'installer à son compte. Il connaissait bien les rouages de la sécurité sociale dans les mines, qu'il a escroqué à hauteur de 620 000 € en l'espace de 4 ans. La CPAM, elle, a subi un préjudice de plus de 80 000 €. Ce qui a interpellé la Sécu, c'est le chiffre d'affaires de l'infirmier, 7 fois supérieur à la moyenne, et des anomalies dans les feuilles de soins. Alors c'est quelqu'un qui manifestement a utilisé des méthodes qui étaient constitutives d'infraction pour obtenir des fonds. Cela allait de la falsification des ordonnances en vertu desquelles il réalisait ses actes. C'était aussi des surcotations d'actes, des augmentations de trajets qui lui permettaient d'obtenir des sommes auxquelles il n'avait pas droit. L'infirmier a ainsi cumulé plus de 800 000 € de patrimoine, des voitures, un bateau, un appartement à Stella-Plage, des assurances-vie. Tous les biens ont été saisis par la justice. L'homme est poursuivi pour escroquerie, falsification et sa compagne pour recel. Au chapitre des faits divers, un homme est mort dans l'incendie de sa péniche. Ce matin à Delémont, les flammes ont entièrement ravagé le bateau. La victime âgée de 64 ans devait probablement dormir au moment du drame. Une enquête est ouverte. 5 lycéens roubaisiens interpellés en Angleterre après des violences. En voyage de classe dans le Kent, ils auraient tabassé le fils d'une des familles d'accueil. Les lycéens ont été rapatriés en France. Plus d'informations sur notre site internet nordpas-de-calais.france3.fr. Les Restos du Cœur, victimes de vols à répétition à Roubaix. Un centre de distribution a été la cible de plusieurs cambriolages ces dernières semaines. Un coup dur en pleine campagne hivernale. Un reportage signé Mickaël Guillot et Emmanuel Kinard.
La réserve est pleine et barricadée. La porte-fenêtre a été condamnée. Elle ne servait à personne, si ce n'est aux voleurs. 3 cambriolages en 10 jours pour 1 000 € de pertes. Les voleurs se sont bien introduits par là, dans la cour de l'école voisine. Donc, première fois, ils sont emparés de tout ce qui était dans le congélateur qui est là, hein, donc croquettes de poisson, etc. Et puis toutes les couches qui sont là-bas derrière. Des distributions ont dû être annulées. Or ici, les besoins sont importants. La demande a augmenté de 10% en un an et c'est le plus gros centre de distribution au nord de Paris. Plus de 500 familles, 1700 bénéficiaires. La plupart sont écœurés par ces vols. Pour moi, c'est pas excusable parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment des malheureux. Ils auraient pu venir, s'inscrire et puis le faire, quoi. Mais pas voler, parce qu'il y a quand même des gens qui sont malheureux aussi. C'est bête ce qu'ils ont fait. Il faut savoir que le phénomène est national. Partout depuis 3 ans, les restos du cœur sont pillés. Parfois pour se nourrir et se vêtir. 2 SDF viennent d'ailleurs d'être condamnés à de la prison ferme pour un vol à Lorient. Mais le plus souvent, les quantités volées étant énormes, il ne s'agit pas de consommation personnelle. Il suffit d'aller sur Internet, sur certains sites, et puis de s'apercevoir qu'il y a des ventes considérables, notamment de couches, ou d'aller faire un tour au marché d'Oisem sur l'île et de s'en apercevoir, quoi. Avant Noël, à Wattrelos, les réservoirs des 2 camions de distribution avaient été siphonnés. Les voleurs ne font décidément pas de cadeaux au resto. Un jour historique à l'Assemblée hier avec le vote du projet de loi sur le mariage pour tous. Une journée particulière pour les députés du PS, notamment pour l'élu nordiste Bernard Roman qui occupe une fonction particulière au Palais Bourbon, celle de questeur, un trésorier en quelque sorte. Jean-Louis Manant, Sergio Rosenstrau l'ont suivi. L'homosexualité n'est plus un délit seulement depuis 1900. Bernard Roman, hier dans l'hémicycle, juste avant le vote pour le mariage pour tous. Bernard Roman est là dans le rôle qu'on lui connaît, celui de député du Nord. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il est aussi le premier questeur de l'Assemblée nationale. À partir de cet endroit-là, de ce seuil, on rentre dans le carré magique, ce qui veut dire que quand on siège, il n'y a que les députés qui peuvent entrer. Un poste très important. C'est lui, pas moins, qui gère les 560 millions de budget de l'Assemblée, un rouage essentiel de la République. Le questeur est celui qui a en charge la gestion de l'Assemblée, c'est-à-dire celui qui gère le budget de l'Assemblée, les finances de l'Assemblée, le personnel de l'Assemblée, les travaux de l'Assemblée, les fournitures de l'Assemblée, et puis aussi la situation salariale, indemnitaire des députés, de leurs collaborateurs et de l'ensemble du personnel de l'Assemblée. Dire très clairement ce que gagne un député, dire très clairement ce que dépense un député en termes de collaborateurs, ça me semblait être quelque chose de naturel qui permettrait de jeter un œil plus transparent, plus lucide et donc plus respectueux de ce qu'est le travail des députés. Et donc ça a été ma profession de foi lorsque je me suis présenté au poste de questeur. Le mardi, justement, c'est la réunion hebdomadaire des 3 députés questeurs de l'Assemblée. 2 de la majorité, 1 de l'opposition. Le débat est très technique, travaux de peinture, faux plafond, passation de marché. C'est vrai que pour être questeur, il ne faut pas être clivant. Parce que il nous arrive très souvent de recevoir des demandes qui émanent de parlementaires, quelquefois de droite, quelquefois de gauche, et on ne regarde pas leur étiquette. On dit comment on peut faire pour, avec rigueur, avec justice, mais aussi avec ouverture, régler le problème qu'on nous pose. Qualité essentielle donc d'un premier questeur est appréciée de ses collègues députés, tous bords confondus. Bernard Roman n'est pas, comme il le dit, un homme clivant, le bon profil. Il faut trouver des personnes qui ont suffisamment de tolérance, de mesure, mais en même temps qui sont respectées, estimées par leurs collègues. Il faut de l'honnêteté, il faut être humain, il faut être disponible, il faut être à l'écoute des députés. Bernard Roman avait toutes ces qualités pour y réussir et au demeurant il y réussit fort bien. Quelle que soit la formation politique du premier questeur, son rôle est quand même de travailler dans un consensus général de l'ensemble des parlementaires. Et vous pensez que Bernard Roman, lui, y arrive à ça, ce consensus? Il y arrive, il a une grande expérience, il a été comme moi un élève de Pierre Mauroy. En tant que premier questeur, Bernard Roman aurait pu être dégagé de ses contraintes et obligations de député. Il affirme qu'il n'a pas voulu profiter de cette dérogation. Un cabinet médical dans un local municipal. Une petite commune de l'Artois a décidé de financer un cabinet pour convaincre un médecin de s'y installer. C'est chose faite depuis une semaine. Un jeune généraliste remplace donc le tout dernier praticien du village parti à la retraite. Didier Piton, Jean-Marc Vasco.
Bailleul-Sir-Berthou, à quelques kilomètres d'Arras. Dans cette petite commune de 1300 habitants, l'arrivée d'un nouveau médecin est vécue comme un grand soulagement. Ça faisait passer 2 mois qu'on n'avait plus notre médecin généraliste, nous, qui a été 35 ans à Bailleul, qui a pris sa retraite, dont il mérite, bien sûr. C'est très important, même parce que bon, sans médecin, faut aller aux alentours, mais c'est pas évident, quoi. L'heureux élu, un jeune généraliste en quête d'un nouveau mode de vie. Après 10 années passées aux urgences de l'hôpital d'Arras, il espère retrouver ici le plaisir d'exercer. Dans certaines campagnes, la médecine est quand même vraiment plus agréable à exercer. On connaît plus facilement les gens viennent plus facilement se confier aux médecins. En ville, c'est parfois plus compliqué, où on a une clientèle un peu plus volatile. Il faut prendre un antibiotique, là. 3 semaines, c'est le temps qu'il a fallu au maire du village pour réhabiliter cet ancien local municipal. 50 mètres carrés d'un cabinet flambant neuf et un loyer relativement modéré. Il n'en fallait pas plus pour convaincre le futur praticien. C'est un accord gagnant-gagnant. Gagnant pour lui, parce qu'il peut s'installer très rapidement. Il ne faut pas laisser non plus le temps à la patientèle d'aller vers d'autres médecins. Et puis, pour nous, on garantit un médecin sur place. Médecin de campagne, un choix de vie personnel et professionnel qui, depuis quelques années, attire de plus en plus de jeunes praticiens. Un choix qu'Éric, lui, en tout cas, ne regrette absolument pas. J'espère bien continuer le plus longtemps possible ici, oui, bien sûr. On parle à présent consommation, encore des promotions pour les fins de collection dans quelques magasins, mais c'était hier la fin officielle des soldes d'hiver. Bon cru ou pas pour les commerçants cette année? Réponse avec Yves Azernal et Patrick Duluc. Étiquette par étiquette, la gérante de la boutique change une fois encore le prix de ses articles. Les soldes viennent à peine de se terminer que des commerçants pensent déjà à écouler leurs invendus avec des prix encore inférieurs à ceux pratiqués ces dernières semaines. Dans ce magasin, les soldes 2013 ont bien marché, mais il a fallu vraiment cette année casser les prix. Là, on a fait du moins 15 avec 2 articles et du moins 20 avec 3 articles. Donc ça faisait à peu près du moins 60 à la fin. Dans cette structure commerciale à ciel ouvert, les intempéries ont impacté les résultats des 2 premières semaines de soldes, mais les clients sont venus en masse les derniers jours. Ça a donné un bilan plutôt positif par rapport à nos espérances. On a eu des semaines très bonnes, des semaines moins bonnes et au final on s'y retrouve dans nos objectifs et surtout par rapport à l'année dernière qui avait déjà été une bonne année. À Lille, la tendance est plutôt négative avec une fréquentation à la baisse. En janvier et début février, certaines enseignes tirent pourtant leur épingle du jeu comme ce grand magasin, même bénéfice que l'année dernière, mais le comportement des clients semble plus réfléchi. Le client qui prépare ses soldes, donc sur des avant-premières et qui vient de façon privilégiée. Une autre qui tire parti pris des offres qui arrivent avec l'ouverture officielle des soldes. Et enfin, celui qui chasse les bonnes affaires et qui arrive plutôt vers la fin avec la deuxième démarche. Prochaine solde cet été, 5 semaines, à partir du mercredi 26 juin. Franck Ribéry, prise à partie par un fan au Bayern de Munich. C'est un supporter français qui a réussi à se faufiler dans les vestiaires du centre. Il a alors agressé verbalement l'international boulonnais. L'intrus a dû être évacué par le service d'ordre. On reste dans le football. Georges Tournet quitte l'USBCO. Le club boulonnais a fait savoir cet après-midi que le club et l'entraîneur avaient mis un terme à leur collaboration. On devrait connaître rapidement le nom de son remplaçant. Enfin, un mot de basket. L'Euro Challenge et la victoire du BCM hier soir à domicile face aux Hongrois de Szolnok, 82-78. Battus de 4 points au match aller, les Maritimes ont rendu l'appareil. Une tradition régionale particulière pour ce mercredi des Cendres, le chaulage pratiqué localement à Vic, au Nain ou encore Carouble. Un jeu, mais surtout un prétexte pour faire la fête. Découverte avec Vincent Dupierre et Antoine Morvan. Et c'est parti pour une journée de chaulage. Ah bon, c'est le plaisir d'être ensemble, c'est la convivialité, c'est rigoler, c'est passer un bon moment, une bonne journée. On y va! C'est une tradition qui remonte à la nuit des temps. Moyen-Âge ou Belle Époque, personne ne sait vraiment. Chaque mercredi des Cendres, des équipes s'affrontent, munies de leur marteau appelé aussi cambo. Elles poussent une boule en bois, la chaulette, de café en café.
Eh ben moi je décholle, donc je décholle où je veux, ou je repars par là où je vais là. Obligation, voilà. Simple en apparence, la règle du jeu est un peu tordue. À chaque fois qu'il y a 3 qui ont cholé, il y en a une qui décholle. Voilà. Hein, c'est un coup. Et ça fait un coup. Voilà. Les équipes disent on va aller jusqu'au café suivant en 4 coups ou en 5 coups. Voilà, et 4 coups, ça fait 3 fois, 4 fois. Vous comprenez le principe? En clair, la première équipe qui touche le tonneau, posée au pied du bistrot, se fait offrir la tournée par les adversaires. Il est bon pour nous. D'après les comptes que j'ai fait, hein, c'est les ponchos qui vont gagner. On les a laissés gagner. L'après-midi, la revanche sera terrible. Une mauvaise foi empruntée aux hommes qui cholent à quelques rues de là. Et comment on gagne? On gagne tout le temps à la fin, c'est toujours match nul de toute façon. Et tout le monde est content, sauf quand la malchance s'en mêle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la couleur du ciel d'Anne-Sophie Roquette, suivie de l'édition de la Côte d'Opale si vous êtes sur le littoral. Sinon, c'est le plus, en compagnie de Frédéric Hainaut. À la une ce soir, la plus grande salle de spectacle de France, le Grand Stade, qui s'apprête à accueillir des stars bientôt, notamment Rihanna le 20 juillet. On vous dit tout dans un instant. À tout de suite.